Bon, aujourd'hui, c'est la dixième séance, dixième séance du coup sur de la formation plutôt sur sur la négociation commerciale. Deuxième séance, la première séance, on avait débroussaillé un peu la négociation. C'est quoi la négociation? On avait abordé la négociation au sens large du thème, comment négocier dans un contexte commercial d'une part et aussi dans le contexte du conflit, dans le contexte de relations au sens large, relations diplomatiques y compris. On avait passé du temps à tout expliquer, à prendre des exemples et tout le monde a trouvé son compte. Aujourd'hui, on va rentrer sur la prospection. On va parler sur la prospection. Comment prospecter? La prospection, en quelque sorte, comment trouver des clients, comment trouver des personnes euh, avec qui on peut entrer en relation, on peut pour une négociation derrière. Voilà, c'est ça qu'on va essayer de voir. On va essayer de voir, mais toujours suivant une visée commerciale. C'est ça qui nous intéresse. Voilà, on avance. Mais avant tout, pour certaines personnes qui m'avaient demandé quelques références bibliographiques, voilà, on a ces quatre livres. Parmi ces quatre livres, il y en a trois que j'utilise avec mes collègues pour qu'on puisse préparer ce cours-là. Il y a un seul que je n'ai pas encore utilisé, mais c'est plutôt Émilie qui l'utilise, Émilie Chaffan, qui est la responsable de ce module de formation. C'est la boîte à outils de la négociation commerciale. Bon, ça, c'est un outil. Il y a un ensemble de fiches, de cas pratiques qui vous aident à vous mettre dans l'ambiance pour les personnes qui n'ont aucune connaissance dans la négociation. Mais ne vous inquiétez pas, dans ce module de formation, on cherche à associer la théorie et la pratique. Bon, on doit passer environ 1h30 ensemble, mais ça peut arriver qu'on poursuit jusqu'à 2 heures, 2 heures de cours. Bon, voilà, c'est ça qu'on va essayer de faire. Je vais arrêter de bavarder d'une façon pour qu'on puisse aller droit au but. Voilà, ce sont ces trois livres, ces quatre livres. Il y a trois qu'on utilise pour cette formation. C'est la psychologie de la négociation. C'est ce premier livre-là qui vous aide déjà à vous préparer mentalement pour mieux aborder la négociation, quelle que soit la négociation. Ne vous inquiétez pas, on parle de commercial. Il ne faut pas oublier ce qui se passe dans le monde, quel que soit le monde réel, quelle que soit la politique, la relations humaines, est toujours basé sur les relations commerciales. Parfois, on se base sur le commercial pour pouvoir calquer dessus et atteindre les objectifs qu'on vise soit en politique, soit en diplomatie. C'est toujours la même chose. Et généralement, les excellents diplomates, ce sont des excellents commerçants. Excellents diplomates sont souvent des excellents commerçants. Bon, on ne va pas rester à suivre ce que les gens racontent dans les médias. On a un des excellents diplomates qu'on a à l'international, c'est le diplomate russe, là, qui, lui, il a plus de 15 ans, 15 ans d'expérience. Et c'est quelqu'un, quand il négocie, il négocie. Il négocie sur les faits, sur les choses réelles, avec des critères. Mais ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'ils font. On cherche à appliquer les mêmes choses que ces gens-là utilisent dans leurs négociations. C'est ça qu'on cherche à faire. Après, il y a des negotiation books. Alors, ça, c'est un livre qui a été publié par Harvard Business Review. Si c'est le modèle américain, c'est le modèle américain. C'est le deuxième livre sur la négociation. Je vous ai parlé pour les personnes qui ont suivi la formation sur la relation internationale et commerce et environnement des entreprises. On avait parlé du livre de Kissinger. C'est à peu près pareil. Et quand vous lisez l'introduction générale du livre de Kissinger, c'est à peu près pareil. C'est qui est expliqué dans l'introduction de ce livre-là. Et après, l'outil que tout le monde utilise, surtout les acheteurs utilisent ce livre-là, c'est le livre des négociations commerciales, de la théorie à la pratique d'Éric Leroux. Alors,
Ce livre-là, c'est un livre que je vous conseille, si vous pouvez l'acheter, ce sera intéressant. Il y a plusieurs éditions, ne vous inquiétez pas, même si vous avez seulement la première édition, mais c'est toujours les mêmes cas pratiques qui sont commentés, qui sont présentés et commentés, qui vous aident à aller plus loin. Mais si vous voulez devenir expert en vente, c'est mieux d'avoir ces deux livres-là. Là, voilà, la négociation commerciale et la boîte à outils de la négociation commerciale. Ces deux outils-là sont excellents. Bon, OK, maintenant passons dans le vif du sujet, le sujet du jour. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Au terme du sommaire, on va parler de la prospection de A à Z. On va rentrer d'emblée dans la prospection. On va discuter c'est quoi la prospection parce que c'est important de savoir d'où ça sort, qu'est-ce que ça représente, parce que c'est important. C'est pas juste, oui, on parle de la prospection, on fait de la prospection, tout est bien, tout est bien, tout est magnifique, hein, on fait la prospection. Mais il faut qu'on définisse c'est quoi la prospection. C'est quoi la prospection, hein? Et puis après la définition de la prospection, on va voir les formes de prospection, savoir la prospection de la clientèle, on peut appeler prospection des particuliers. Là, c'est pour une entreprise ou bien un businessman ou bien un entrepreneur qui cherche à avoir du client. Voilà. Comment prospecter, comment trouver du client. C'est ça. Et puis, on a la prospection des fournisseurs. La prospection des fournisseurs, c'est pareil pour une entreprise. Il ne suffit pas seulement de trouver du client, mais pour produire, il faut avoir des matières premières. Pour s'approvisionner en matières premières, il faut trouver des fournisseurs. Voilà, c'est ça, c'est la prospection des fournisseurs. On va essayer de voir des critères de prospection pour prospecter auprès des fournisseurs, les critères que vous allez fixer en fonction de vos besoins sans entrer dans les détails. Et après, on a la prospection, le plan de la prospection, comment on met en place un planning hein, pour mieux gérer la prospection. Ben, il y a aussi les techniques de prospection, les modes de prospection et le coût de prospection. Ce n'est pas juste qu'on va contacter des gens, mais il faut disposer déjà un budget. Ça prend de l'argent parce que c'est important, ça prend de l'argent, ça coûte de l'argent pour contacter des gens. Après, et on va terminer avec les sources d'information. Oui, c'était par rapport à la question qui était posée là, il y a 2 semaines, hein, lors de la première séance. Il y a quelqu'un un apprenant, qui avait posé cette question, comment trouver les fournisseurs, comment trouver les clients, comment trouver les informations. C'est ça qu'on va essayer de voir, les différentes sources qui existent, comment vous pouvez les exploiter, soit gratuitement si vous n'avez pas, si vous n'avez pas de l'argent, mais si vous avez un peu de monnaie, vous pouvez mettre la main à la pâte. Ça, c'est important. Alors, c'est ça qu'on va essayer de faire. On va revoir le programme du jour. On va voir la prospection, les formes de prospection, avec la différence entre la prospection commerciale et la prospection des fournisseurs, le plan de la prospection, les techniques de prospection, les modes de prospection, le coût euh, d'une prospection et les sources d'informations pour pouvoir mener euh, la prospection. Alors, dans l'ensemble, ce sont ces informations-là sur lesquelles on va travailler. C'est sur ces points-là qu'on va voir. On a 1h30 pour voir ces points-là. On va essayer de faire comme on peut. D'accord? Alors, allons-y. C'est ce que je voulais juste vous dire. Maintenant, on n'est pas encore vraiment entré d'emblée dans la prospection avec des séances entre un vendeur et un acheteur ou bien des séances entre deux négociants qui se confrontent. On n'est pas encore dans cette étape-là. Peut-être c'est à la quatrième séance, troisième, oui, quatrième séance plutôt. On va rentrer d'emblée dans ce plan-là. OK. Alors, pour la prospection, on va voir c'est quoi la prospection. La prospection, comme c'est notre premier chapitre, euh, quelques éléments de définition. C'est quoi la prospection? Quand on parle de la prospection, c'est un processus qui permet de trouver du client. C'est ça. Trouver du client, soit trouver de nouveaux clients pour une entreprise qui existe déjà, ou bien de trouver du client tout court. C'est ça la prospection. C'est l'ensemble des moyens que vous développez pour avoir du client. Ça, c'est important. La prospection. Et puis, autre définition de la prospection, on peut dire que la prospection, sont les moyens qu'on utilise pour attirer de nouveaux clients auprès de notre entreprise. Ou bien,
des moyens qu'on développe pour avoir des clients qui achètent nos produits ou nos services. Voilà, c'est ça la prospection. Bon, on voit dans la prospection, même une publicité, quand vous regardez une publicité à la télé, c'est une forme de prospection, mais ça coûte de l'argent quand même. Pour passer à la télé, ça coûte de l'argent. Voilà, c'est ça. Par définition, c'est ça qu'on a de la prospection. Après, vous pouvez ajouter d'autres définitions que vous allez trouver dans les ouvrages. Mais la définition plus simple, c'est de dire prospection signifie recherche du client. C'est ça. Les recherches de nouveaux clients, c'est ça. Alors, quel est l'objectif de la prospection? Voilà, pour toute stratégie qu'on développe en entreprise, il y a toujours un objectif derrière, il y a un but visé. Alors, quel est l'objectif de la prospection? Déjà, le premier objectif, c'est la recherche de nouveaux clients. C'est le premier objectif. Si c'est une entreprise qui veut acheter des matières premières pour fabriquer des produits ou des services, dans ce cas-là, ce n'est pas la recherche de nouveaux clients, ce serait plutôt la recherche de nouveaux fournisseurs ou bien recherche des fournisseurs. On emploie le terme nouveau parce qu'on va dire, bon, si on a l'habitude de fabriquer des produits déjà, on a l'habitude d'acheter, de s'approvisionner auprès de certains fournisseurs. Oui, ça peut arriver. Mais par contre, si certains fournisseurs qui nous vendent des produits, les produits ne sont pas aux normes, les produits ne sont pas de qualité, ou bien les produits ont été surfacturés, alors là encore, ces matières premières-là qui ont été surfacturées, on va les utiliser pour la fabrication d'une fois et après, on ne va pas continuer à s'approvisionner auprès de ce même fournisseur parce que c'est un fournisseur qui n'est pas fiable. Voilà, c'est important. En entreprise, tout est une question de coût. Et derrière, il faut qu'on rentre dans nos marges, il faut qu'on rentre dans nos frais. Ça, c'est important pour nous. Nous sommes les responsables d'entreprise. Alors, c'est ça qui est intéressant. Pour cela, on dit recherche des nouveaux clients ou rechercher des nouveaux fournisseurs. Ça peut être également pénétrer pénétrer de nouveaux marchés ou bien rentrer sur un nouveau marché. Ça, c'est le cas d'une entreprise qui cherche à aller à l'international. Ou bien une entreprise qui a l'habitude de fabriquer euh, des cigarettes électroniques et maintenant l'entreprise cherche à fabriquer des smartphones. Alors là, c'est un nouveau marché. On passe du marché des cigarettes électroniques au marché des smartphones. On peut prendre l'exemple pour une pâtisserie qui a l'habitude de fabriquer des gâteaux. Et cette pâtisserie veut maintenant se lancer dans la fabrication de macarons. Alors, pour passer de la fabrication des gâteaux à la fabrication de macarons, là, ce ne sont pas les mêmes matières premières qu'on va utiliser. Il faut trouver de nouveaux fournisseurs. C'est pareil, ce ne sont pas les mêmes clients. Les consommateurs de gâteaux, peut-être c'est plus occasionnel, mais les consommateurs de macarons, peut-être c'est une fois, deux fois par semaine. Là encore, il faut trouver de nouveaux clients. Là encore, vous voyez, c'est pareil. OK, c'est pénétrer un nouveau marché. Là, on prend l'exemple pour les secteurs des télécommunications. Pour les secteurs des télécommunications, on sait les opérateurs téléphoniques, hein, le service de base, c'est la télécommunication. Mais un opérateur peut évoluer, peut faire évoluer ses services de la télécommunication à l'Internet. De la télécommunication à l'Internet, là encore, c'est un service, c'est un surplus de services qui augmente. Et pour cela, il faut trouver de nouveaux clients, des clients qui seront des abonnés de l'Internet. Et parmi ces clients-là, on a les clients de base, les particuliers, qui utilisent leur téléphone, sur leur téléphone, ils cherchent souvent accès à Internet, mais également les entreprises qui vont utiliser l'Internet pour autre chose. Ce n'est pas seulement pour communiquer entre les collègues, mais aussi pour communiquer avec d'autres entreprises ou bien pour stocker leurs données aussi, pour qu'ils puissent avoir accès à leur base de données le temps qu'il faut. Voilà, ça c'est important. Voilà. Euh, Ça peut être également augmenter son chiffre d'affaires. Augmenter son chiffre d'affaires, qu'est-ce qui fait augmenter son chiffre d'affaires? Par la prospection. Une fois qu'on fait la prospection, ça veut dire qu'on a de nouveaux clients. Ces nouveaux clients vont acheter des produits.
de l'entreprise. C'est ça qui va faire augmenter les chiffres d'affaires de l'entreprise. Augmentation des achats, ça signifie augmentation des ventes de l'entreprise. Augmentation des ventes, c'est égal à augmentation du chiffre d'affaires. Donc, cela, on avait dit, ça permet d'augmenter le CA qui est le chiffre d'affaires pour les personnes qui ne sont pas en gestion. Les personnes qui ne sont pas en gestion, quand on dit chiffre d'affaires, CA, c'est chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires signifie des ventes. Ou bien les parts de marché, les PDM, c'est parts de marché, ça permet d'augmenter les parts de marché. Ça veut dire que l'entreprise augmente sa taille sur le marché. Si l'entreprise augmente sa taille sur le marché, l'entreprise occupe une place plus importante sur le marché. On va prendre l'exemple, une entreprise sur un marché, on va prendre le marché de la couche culotte par exemple. On a des grands qui sont très reconnus, mais il y a des petites entreprises qui arrivent à créer quand même un créneau des couches culottes peut-être qui adoucit les enfants, ça peut arriver, ou bien des couches culottes qui sont bons avec une odeur qui rappelle soit la campagne ou bien du côté de la rivière. Bon, là, c'est un créneau. Si l'entreprise arrive à avoir plus de clients, l'entreprise va sortir du statut spécialiste au statut d'entreprise en concurrence. Ça aussi, ça permet d'augmenter sa part des marchés. Autre chose, autre exemple, on peut prendre toujours pour l'augmentation de la part des marchés, on va voir une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication des smartphones. Sur le marché des smartphones, on sait que les grands groupes comme les groupes chinois, à savoir Redmi ou Xiaomi, Huawei, ce sont les grands qui sont très reconnus. Mais il y a une entreprise qui arrive à fabriquer des smartphones très spécifiques qui permet déjà de donner les chronos ou bien les chronos quand il y a des compétitions sportives. On a des alertes. Après les compétitions sportives, il y a aussi les jours spéciaux, à savoir les jours confessionnels, hein, comme Ramadan, la fête de l'Aïd, le Nouvel An, bien la fête de Noël, ou bien la fête de Pessah, la fête de Pâques pour les Juifs. Tout ça, si on arrive à produire un smartphone qui donne tout sans passer par des applications parfois qui chargent pas mal de données, qui fatiguent des fois quand on charge toutes ces données, là encore, cette entreprise-là va être reconnue, il va y avoir plus de clients parce que tous ces gens-là, il y a un certain nombre élevé dans le monde, on dit c'est environ 3 millions de chrétiens et à peu près pareil pour les musulmans et environ 3 milliards plutôt, 3 milliards à peu près pareil pour les musulmans et aussi quand on voit les juifs aussi qui sont nombreux aussi dans le monde, là encore, ça permet d'avoir une aura auprès de ces communautés-là et sans oublier des communautés qui possèdent les médias et ça va parler dans les médias et ces entreprises, pour cette entreprise-là, les ventes vont exploser. Ça permet d'augmenter ses parts de marché. Bon, on aura le temps d'en parler, mais c'est important. Et augmenter sa notoriété, ça c'est le but ultime pour une entreprise qui n'est pas reconnue. Ça permet d'augmenter sa notoriété, ça permet d'être reconnu. Notoriété n'est pas l'image, c'est ça qu'il ne faut pas confondre la notoriété et l'image. On peut être reconnu, mais on n'a pas une bonne image auprès du grand public. Ça, c'est important. D'accord? Mais c'est pour vendre des produits, il faut être reconnu. Il faut être reconnu. C'est pour cela quand on fait la prospection, ça permet aussi d'augmenter la notoriété. Bon, ça, on verra ça tout à l'heure quand on va parler de l'évaluation de la prospection. Voilà. OK. Bon, là, on va voir les formes de prospection qu'on avait parlé. Il y a deux formes. Il y a la forme de la clientèle et la forme pour les fournisseurs. La forme de prospection pour la clientèle, c'est de chercher de nouveaux clients. Et la forme de prospection pour les fournisseurs, c'est de chercher de nouveaux fournisseurs. Chercher de nouveaux clients, c'est beaucoup plus en fonction de l'objectif de l'entreprise. On avait vu tout à l'heure, soit augmenter les chiffres d'affaires, la part du marché, soit augmenter sa notoriété et aussi soit augmenter ses ventes.
Mais pour les fournisseurs, c'est de trouver de nouveaux fournisseurs pour des matières premières, parfois des matières premières stratégiques euh, qui nous donnent un avantage comparatif par rapport à d'autres entreprises ou bien un avantage absolu par rapport à d'autres entreprises. Alors, la prospection de la clientèle, comme la prospection de la clientèle. Il y en a des types aussi pour la clientèle. Là, on parle des prospects. Le préfixe est prospect et puis le mot qu'on a formé, c'est la prospection. Prospect égale client. Voilà, égale client. Ça, il faut pas. Quand on parle de prospect, on parle des clients. Alors, il y a deux types de prospects. Il y a des prospects à froid et des prospects à chaud. Les prospects chauds, quand on dit prospect chaud, ça veut dire c'est une personne qu'on est certain que cette personne-là va acheter notre produit. Ça, c'est le prospect à chaud. Mais le prospect à froid, c'est une personne qui n'a pas besoin d'acheter mon produit. Mais cette personne-là est susceptible d'acheter soit à l'avenir ou bien suggérer mon produit dans son entourage, soit aux membres de sa famille, soit à ses amis. C'est ça qu'on fait la différence. Ça, c'est juste des termes techniques. Enfin, ce qui est important pour nous, parce que mener de la prospection, ça prend du temps, parfois ça coûte de l'argent aussi. Ce qui est important pour nous, c'est d'identifier les prospects chauds, les prospects froids. On peut les cibler par d'autres moyens. Mais ce qui est important pour nous, ce sont les prospects chauds qu'il faut toucher. Alors bon, là encore, sur Internet, si on a un business qui est seulement sur Internet, là encore, on arrive encore plus loin avec les prospects. On a des prospects froids, des prospects tièdes, des prospects chauds, et puis on transforme ces prospects en clients. Voilà. Les prospects froids, totalement froids, ce sont des prospects qui sont étrangers à notre entreprise, à ce qu'on propose. Quand on dit qu'ils sont étrangers à notre entreprise, parfois ce sont des prospects qui sont chez la concurrence, hein, par exemple. Ça, ce sont des prospects. Ce sont des prospects froids. Et les prospects tièdes, mais ce sont des prospects qui ne sont pas étrangers, qui ont l'habitude déjà d'être en contact avec notre entreprise, mais qui n'achètent pas. Sont en contact, mais n'achètent pas. Si on a un business sur Internet, on va voir ces gens-là vont arriver sur notre site Internet, vont consulter pas mal de pages sur le site Internet. Les produits qu'on expose sur les sites Internet, les produits, ils vont consulter les fiches de ces produits-là, ces prospects-là. Et également, ils vont chercher à remplir un formulaire pour être au courant des nouveautés. Ça aussi. Ils vont cliquer sur les pages, sur certaines pages. Ça aussi, ça c'est important. Là, on les considère comme des prospects tièdes. Peut-être quand ils le consultent, ces gens-là cherchent à comparer avec d'autres sites Internet pour voir est-ce que notre produit est plus cher ou bien est-ce que c'est moins cher. Ou bien, également, ces personnes-là peuvent consulter notre site Internet, cliquer sur les produits pour dérouler les fiches produits pour voir les fonctionnalités autour du produit, pour prendre des connaissances. C'est pour cela qu'on les considère comme des prospects tièdes. Sur Internet, ce qui est important pour nous, qui font du business, pour nous qui faisons du business sur Internet, l'important, c'est d'entrer en contact avec ces personnes, les adresser un mail personnalisé. Bon, ça, on aura le temps d'en parler quand on va parler des stratégies derrière. Mais c'est en quelque sorte, c'est ça. Mais les prospects chauds, ce sont des personnes qui sont en contact vraiment avec nous, qui sont dans la base de données qui sont dans une base de données qu'on a, la base de données qui est dans le CRM de l'entreprise, et en plus, hein, on a des contacts mail, numéro téléphone, et puis dans les annuaires, on a tous ces contacts et ces personnes-là qu'il faut entrer en contact avec ces gens-là. Mais si on est seulement sur Internet, on a un business sur Internet, ou bien on a une page Facebook, on a une chaîne YouTube, ces gens-là regardent souvent nos vidéos,
On voit, selon les statistiques, hein, on voit ces gens-là. Ces gens-là consultent souvent hein, notre page Facebook. Quand on publie un post, ces gens-là commentent ou bien partagent. Là, ce sont des prospects chauds. Voilà, c'est dans ce sens-là. OK? Bon, maintenant, passons on continue toujours sur la prospection. La prospection, on a déjà donné la définition et les prospects chauds et les prospects froids, on a déjà expliqué c'est quoi le prospect froid, c'est quoi le prospect chaud. Maintenant, avant d'arriver d'être prospect, on a le terme qu'on emploie beaucoup plus, le suspect. Le suspect, c'est beaucoup plus les Canadiens qui ont travaillé sur ce concept-là. Alors, ces concepts-là ont pris du temps pour atterrir en France, en Europe, mais c'est important de tenir compte de ça. Les suspects. Les suspects, euh, vous pouvez prendre l'exemple, vous avez une boutique, par exemple, une boutique ou bien une boutique ou une épicerie de proximité. Il y a quelqu'un qui passe chaque fois devant votre boutique. La personne peut faire une pause de 5 secondes pour regarder la devanture et la personne ne rentre pas. La personne continue sa route. Et cette personne-là est considérée comme un suspect pour l'entreprise. Cette personne est considérée comme un suspect pour l'entreprise. Un suspect, c'est un client potentiel pour l'entreprise. On peut contacter cette personne-là, on peut transformer cette personne-là en client et très bientôt avec des actions. Ça, on n'est pas en action de vente, mais là, c'est important d'en tenir compte. Voilà, c'est ça. On va voir le processus, comment ça se passe, le processus de la prospection. On commence toujours par un client suspect. Le client est méconnu par l'entreprise parce que le client n'est pas dans la base de données de l'entreprise. Cela, on parle de client suspect. C'est suspect ou bien on peut employer le terme suspect tout court. Et ces suspects-là, on peut transformer ces suspects en prospects. Comment faire? Pendant que la personne passe devant la devanture de votre entreprise, la personne s'arrête pendant quelques secondes. Le mieux, c'est de lui passer un flyer, une brochure quelconque, qui a des informations sur l'entreprise. Et là, on a déjà notre premier prospect, qu'on appelle un client probable. C'est un prospect. Voilà. Et comment on peut rentrer en contact avec ces gens-là? Déjà, les prospects, c'est par des annuaires téléphoniques qu'on avait parlé tout à l'heure, leurs emails, les numéros de téléphone, le site Internet de l'entreprise, les réseaux sociaux qu'on avait expliqué tout à l'heure. Voilà, c'est ça qu'on va voir. Le processus de la prospection, ça commence par le suspect et le suspect qui se transforme en prospect et le prospect, une fois que le prospect est convaincu, le prospect est devenu un nouveau client pour l'entreprise. Une fois que le prospect est convaincu de l'offre proposée par l'entreprise, il est devenu un nouveau client pour l'entreprise. C'est ça. Avec les nouveaux clients, ce que vous devez faire, si vous êtes entrepreneur ou vous êtes chef d'entreprise, c'est de fidéliser ce nouveau client. Et ce client-là va transformer en tant qu'ambassadeur de l'entreprise, ou en tant qu'ambassadeur ou avocat de l'entreprise. Bon, alors, on va expliquer, bon, c'est un peu technique, hein, on va expliquer les termes. Alors, le suspect, c'est la personne qui n'est pas en contact avec l'entreprise, mais quand même, peut-être cette personne-là porte des marques que l'entreprise vend. Ça aussi, ça peut arriver. C'est considéré comme un suspect. Ou bien c'est une personne, selon l'exemple de tout à l'heure, qui passe devant l'entreprise, mais qui ne rentre pas. Il passe devant la boutique, mais ne rentre pas. Et cette personne-là, on surveille, ou bien on déclenche une opération de marketing direct. Pendant la personne passe, on donne un prospectus à la personne. Un prospectus ou bien un flyer quelconque. Flyer, prospectus, c'est la même chose. Prospectus. Les prospectus que vous recevez souvent dans votre boîte aux lettres. Ça aussi, c'est la même chose. Vous donnez à la personne qui, ce prospectus contient des informations sur l'entreprise, sur le produit, sur le prix des produits, sur les avantages, etc., garanties, etc. Et voilà, une fois que la personne a
ce prospectus en main, cette personne est considérée comme un prospect. C'est un prospect déjà, c'est pas compliqué. Cette personne est un prospect. Et une fois que la personne est convaincue, et la personne achète un produit chez vous. La personne rentre dans la boutique. Une fois que la personne rentre, la personne achète un premier produit. Là, il faut considérer que c'est un nouveau client. Ce qui est derrière, il faut penser à fidéliser ces nouveaux clients. Pourquoi fidéliser? Alors, quand on parle des opérations de fidélisation, et je participe parfois dans plusieurs fois, surtout dans des foires de mes compatriotes, hein, aussi, je cherche toujours à supporter le business de mes compatriotes, de ma communauté, dans le sens que pour les encourager. Et parfois, ce qui je trouve un peu surprenant, c'est quand ils me disent, voilà, et ça coûte 50 euros, mais c'est vous, je fais pour 40 euros. Alors là, c'est une grosse erreur déjà. Là, le but, on fait du commerce. Le but, c'est de faire de l'argent, c'est de gagner de l'argent. Si c'est 50 euros, vous vendez votre produit 50 euros, mais par contre, vous pouvez préparer un échantillon, vous donner gratuitement à la personne que vous avez vendu le produit pour 50 euros. Et ça aussi, la personne ne va jamais oublier. Mais la personne va oublier la réduction de 10 euros que vous avez fait pour la personne. La personne va oublier ça totalement. Mais l'échantillon que vous avez donné gratuitement, la personne ne va jamais oublier ça. C'est la technique qu'on utilise vraiment pour fidéliser les gens. Cette technique-là qu'on utilise pour fidéliser les gens. C'est à ce moment-là, cette personne va toujours revenir acheter à nouveau. D'accord? C'est là, il faut utiliser les bons moyens. Cette histoire de dire que le produit, ça coûte, on va dire, 100 $, je vous fais pour 80 $ et comme c'est vous, je fais ça 80 $, il n'y a pas de problème. Mais non, ça ne sert à rien. D'ailleurs, vous n'avez rien fait quand vous faites ça. C'est 100 $, 100 $. 100 $ pour tout le monde. Mais par contre, vous pouvez donner un échantillon à côté, un produit complémentaire quelconque. Vous donnez à côté, c'est ça qui participe dans la fidélisation. Et là encore, vous déclenchez l'acte de fidélisation. Ce n'est pas encore fidèle. Le client n'est pas encore fidèle. Il faut que le client revienne pour acheter à nouveau. C'est à ce moment-là, le client est fidèle. C'est la fidélisation. Si le client revient pour acheter votre produit une nouvelle fois, alors là, vous allez intégrer ces clients dans la catégorie des clients fidèles pour une fois. Vous allez intégrer sans valider la fidélisation pour la personne. La personne revient ou bien la personne suggère d'autres personnes venir acheter. Là, encore, on dit ça, c'est vraiment un ambassadeur. Ou bien pendant que quelqu'un cherche à vous détruire, parce que c'est quand on fait du business, il faut penser à ça, des gens qui cherchent toujours à dénigrer ce que vous faites, c'est cette personne-là qui va défendre votre produit, qui va défendre votre cause, sans vous n'être au courant. C'est ça le problème. C'est ça la réalité. Et cette personne-là va dire non, ce que vous dites, c'est faux, parce que ce monsieur-là ou bien cette dame-là, j'achète ces produits, c'est parfait, c'est excellent. Voilà, cette personne-là est devenue votre avocat, est devenue l'avocat de l'entreprise. Et puis, si quelqu'un a besoin de produits dans son entourage, cette personne vous réfère des gens pour acheter vos produits. Alors là encore, cette personne est devenue votre ambassadeur. Voilà, c'est ça qu'on va essayer de voir plus ou moins en détail quand on parle de ces profils-là. On aura le temps d'en parler parce que c'est important. Quand on parle de comment ça se passe, le processus de la prospection, on commence déjà à partir du suspect. Le suspect qu'on transforme en prospect et le prospect qu'on transforme en nouveau client et le nouveau client qu'on cherche à fidéliser, c'est la fidélisation. Et une fois que le client est fidélisé, ce client va devenir votre avocat qui est là pour défendre votre nom, la réputation de votre entreprise ou bien vos produits ou vos services. Et à la fin, ce sont des vrais ambassadeurs parce que c'est votre porte-parole. C'est ces gens-là qui vont parler de votre produit, vos services. Vous voyez, sens ambassadeur. Quand on dit ambassadeur,
Là, on ne fait pas de la politique. Mais quand on voit certains pays qui envoient des ambassadeurs et qui ne sont même pas présents dans leur communauté, et aussi ces mêmes ambassadeurs, quand on parle mal de ce pays-là, il est dans un pays, il n'arrive même pas à défendre son pays. Voilà, c'est ça. Les ambassadeurs sont là pour défendre les causes des entreprises. Les ambassadeurs au niveau des entreprises, je parle, sont là pour défendre les causes des entreprises, l'image de l'entreprise, la réputation de l'entreprise, etc., etc. Voilà, alors c'est ça, quand on parle de la prospection, le processus de la prospection, c'est ça, c'est très simple. Donc, vous commencez par les suspects et vous terminez par des ambassadeurs ou avocats. Maintenant, parlons de la prospection au niveau des fournisseurs. Au niveau des fournisseurs, le but, c'est de trouver des matières premières de qualité avec un bon rapport qualité-prix et avec des conditions d'approvisionnement qui correspondent à la réalité. Ça, c'est important. Quand on parle des conditions de l'approvisionnement. Si vous travaillez dans la fabrication de vêtements, fabrication des vêtements, vous faites des vêtements, mais il faut trouver un fournisseur qui vous livre des matières premières, des toiles, des tissus et des fils aussi d'excellente qualité, avec un prix convenable aussi par rapport au prix pratiqué sur le marché. C'est ça aussi. On dit meilleure qualité, meilleur prix et meilleur service. Meilleur service, qu'est-ce que ça signifie? C'est le délai de livraison. Est-ce que ce fournisseur-là respecte le délai de livraison? Ça aussi, c'est l'un des critères quand on parle du service, le délai de livraison. Si on passe la commande aujourd'hui, est-ce que dans 8 jours, je peux me faire livrer? Ça aussi, c'est important. Et alors, toujours, on va voir ça. Bon, ça, c'est plutôt quand on parle de matières premières, on rentre dans le cadre du commerce, un commerce international. Parce que si on peut commander, pour prendre l'exemple de la Martinique produit la banane. Et cette banane-là est expédiée vers la France. Et une fois arrivée à la France, ils ont apposé un sceau. Hein, voilà, parce que ça, c'est régi par la loi française pour que cette banane-là revienne à nouveau en Martinique. Ouais, c'est ça. On marche sur la tête. C'est comme ça. Bon. Là encore, qu'est-ce que vous allez négocier? Vous allez négocier les conditions. C'est les conditions. Dans le business, qu'est-ce qu'on négocie en B2B, business to business? Ça veut dire que business entre une entreprise avec une autre entreprise, des entreprises qui font du business ensemble, là, on négocie les conditions. Les conditions sont importantes. Je viens de parler des conditions de livraison. C'est où ça va être livré. Est-ce que c'est à la douane? Est-ce que c'est dans mon entrepôt, chez moi, que ça va être livré? C'est tout ça qu'il faut négocier quand on négocie avec les fournisseurs. D'accord? Et le volume aussi, le volume de produits. Le minimum que je dois commander aussi. Et les moyens de paiement, comment je dois payer? Est-ce que c'est par virement? Est-ce que c'est par chèque? Est-ce que c'est par carte bancaire? Tout ça, ce sont des informations importantes. Est-ce que c'est par agent, comptant agent liquide? Tout ça aussi. Et de nos jours, on parle de la crypto-monnaie. Est-ce que c'est par crypto-monnaie aussi? Ce sont des questions qu'il faut poser. Tout ça, ça fait partie des conditions. Quand on parle des meilleures conditions, on parle de ces conditions-là. D'accord? C'est ça. Et puis, on dit, ça consiste à identifier un besoin. Un besoin, bon, là, on donne des exemples de passe-partout, comme des matériels informatiques pour une entreprise, parce que quand on parle de l'entreprise maintenant, les matériels informatiques, ça augmente surtout à tout ce qui concerne l'Internet des objets. On aura toujours besoin des matériels informatiques. Ça aussi. Les conditions de paiement, les plateformes de paiement, un nouveau service de gestion de clientèle, ça, il faut passer par un service particulier qui vous aide à gérer ça, ou bien un système de paiement. Est-ce qu'avant, pour les personnes qui font du business en ligne, est-ce que vous utilisez Stripe, par exemple, pour faire payer? Est-ce que vous passez par une banque qui vous donne, qui vous met en place une plateforme de paiement? Est-ce que vous passez par PayPal, par exemple? Ça, c'est important.
important. Il faut trouver des fournisseurs pour ces genres de choses. Et pareil hein, pour les paiements par virement ou bien par carte bancaire. Alors, il faut négocier, c'est quand vous allez vous faire rembourser ou bien. Parce que parfois, c'est l'entreprise, c'est la banque qui encaisse et derrière, la banque vous rembourse quand vous faites du business sur Internet. Quand vous vendez un gros volume, tout ça, c'est important. C'est important, il faut tenir compte de ça. Bon, là, on a pas mal d'exemples, hein, des modes de paiement. Est-ce que des paiements différés? Est-ce que la personne va acheter aujourd'hui et la personne va payer dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, même un an? Ça aussi, ce sont des conditions que vous allez négocier. Euh, et puis, paiement en plusieurs fois, la personne commence à donner, on va dire, 50% aujourd'hui, et la semaine prochaine, la semaine prochaine ou bien dans un mois, la personne donne à 25% et le reste des 25% dans 2 mois. Ça aussi, ce sont des conditions qu'on négocie. Tout ça. On peut chercher des fournisseurs pour ces services. Il existe des fournisseurs pour ces services. Ça aussi. Ça, c'est important. Alors, ce que vous allez faire encore dans la recherche de ces fournisseurs, il faut baser sur la fiabilité des fournisseurs. Pour être au courant de la fiabilité des fournisseurs, déjà, quand on parle des fournisseurs à l'international, il faut maîtriser le minimum d'anglais. C'est l'anglais. Quand vous allez sur le forum, hein, le forum des grandes entreprises sur Internet, la discussion se passe en anglais. Peut-être vous allez taper le nom de ce fournisseur, peut-être quelque chose va monter sur le fournisseur. Est-ce que c'est quelqu'un qui fournisse des matières premières de qualité? Est-ce que c'est quelqu'un qui respecte le délai? Ça aussi, c'est important. Et si ce n'est pas fiable, vous essayez une fois et il ne faut pas continuer parce que c'est votre réputation qui va être en jeu. C'est ça qu'il faut tenir. Voilà. Alors, c'est tout pour les fournisseurs. Maintenant, on va passer au plan de la prospection. Le plan de la prospection, je pense qu'on va passer plus de temps sur le plan parce qu'il faut qu'on cherche à entrer en détail sur certains points, surtout quand on va parler de la cible parce que tout se passe au niveau de la cible. Si vous faites un mauvais ciblage et votre plan de prospection va être biaisé. Parce que pour mener de la prospection, ça demande du temps et aussi de l'argent. Vous allez perdre votre temps et aussi vous allez perdre de l'argent derrière. C'est ça les différentes étapes à suivre hein, pour réaliser une bonne prospection. Commencez déjà par identifier les objectifs. Tout ce qu'on fait, il y a un objectif derrière. Ça aussi. Mais en entreprise, c'est encore plus. Tout ce qu'on voit qui se passe en entreprise, il y a un objectif derrière. Bon, l'objectif que tout le monde va dire, c'est faire de l'argent, plus d'argent, c'est du chiffre d'affaires. C'est vrai. Mais bon, parfois, il y a d'autres objectifs derrière. On avait vu tout à l'heure la notoriété, développer la notoriété aussi, d'avoir une présence à l'international. Ça, c'est pour le prestige, par exemple. Bon, identifier les objectifs, après, il faut identifier la cible. Une fois la cible est identifiée, il faut identifier les éventuelles contraintes. Là, on va voir quelles contraintes. Tout ne se passe pas comme de l'eau à boire. Parce que mener une prospection, il y a des contraintes, notamment des contraintes budgétaires. Ça aussi, ça existe. Et après, les contraintes, déterminer les modes de contact. Mode de contact, euh, euh, comment on va entrer en contact avec le prospect? Est-ce que c'est par téléphone? Est-ce que c'est par email? Est-ce que c'est du face-à-face? Ça, c'est important. Est-ce que vous allez faire du porte-à-porte aussi? Bon, vous avez vu les élections aux États-Unis, les dernières élections, il y avait du porte-à-porte. Voilà. Ça, je pense que dans le business, ça marche très bien, mais la politique utilise les armes du business. Euh, Après, il faut planifier les actions de prospection et puis prendre contact avec le prospect ou les prospects, prendre contact avec les gens, les nouveaux clients, les futurs nouveaux clients. Et aussi, en la fin, on va évaluer la prospection. Ça, c'est important. On met un plan d'action derrière et derrière, on évalue le plan. À la fin, on évalue les actions qui ont été menées. On va voir s'il y a des retombées.
Bon, ce sont ces différentes étapes qu'il faut respecter. On commence déjà, déjà par déterminer et identifier les objectifs à atteindre. Alors, pour déterminer et identifier les objectifs à atteindre, hein, ça c'est, on dit c'est pour tout projet, pour tout ce qu'on fait dans la vie, il y a toujours des objectifs derrière. Ça, c'est important. Là, on dit, par exemple, on avait pris l'exemple pour aller sur un nouveau marché. Et l'objectif, c'est de mener des études pour voir si on peut aller sur un nouveau marché. Et ça, pour ça, on fait la prospection. Et déjà, si pour aller sur un nouveau marché, il faut disposer des réseaux de contacts. On ne peut pas aller comme ça, il faut passer par des réseaux de contacts. Si c'est sur le marché local, oui, ça passe très bien, mais sur le marché international, il faut commencer par le premier réseau. On avait déjà identifié. Le premier réseau, ce sont les commerciaux qu'on a au niveau des ambassades et des consulats. Et bon, si on va dire des ambassades et consulats, on ne peut pas aller dans un pays que votre pays n'est pas en accord avec ce pays-là, que votre pays ne dispose pas une diplomatie, une représentation diplomatique dans ce pays-là. On ne peut pas aller dans ce pays-là. Voilà, la porte d'entrée, il faut que votre pays dispose d'une représentation diplomatique dans ce pays pour aller faire du business dans ce pays-là. Et le meilleur moyen, ce sont les commerciaux au niveau euh, des ambassades et des consulats. Bon. Si vous n'êtes pas au courant, ça existe, hein. Vous passez par eux, vous n'allez pas payer de l'argent parce que ce sont vos impôts qu'on utilise pour payer ces gens-là. Ces gens-là sont déjà payés par vos impôts, les impôts que vous payez, les taxes qu'ils prélèvent sur vous. C'est ça. Ces gens-là sont déjà payés. Et vous pouvez les appeler. Vous pouvez les appeler s'ils ne vous répondent pas. Et puis, vous pouvez même les dénoncer dans les médias parce qu'ils sont déjà payés. Ils sont déjà payés. Voilà, c'est ça. OK, aller sur un nouveau marché, ça peut rechercher des nouveaux clients aussi, pour augmenter, euh, pour nourrir notre base de données, notre base clientèle, ou bien pour nourrir le CRM de l'entreprise. Augmenter les chiffres d'affaires, on avait déjà parlé de ça. Augmenter de la notoriété, c'est pour qu'on soit connu. Déjà, on avait dit, il ne faut pas confondre la notoriété et l'image. L'image, c'est sur la réputation de l'entreprise. C'est l'image. La notoriété, c'est une chose. On peut être très reconnu, mais on a de mauvaises images. La présence aussi dans un pays, hein, c'est ça que j'ai expliqué. On passe par le champ diplomatique aussi. La présence dans un pays, c'est dans le sens que un pays dispose d'un atout que au niveau étatique, on n'est pas en contact avec ces pays-là. On n'a pas de mission diplomatique avec ces pays-là. Dans ce cas-là, il faut prospecter pour voir comment on peut collaborer. Quels sont nos points communs? On va trouver quand même quelque chose qu'on partage en commun. Ça peut être l'histoire, ça peut être la culture, ça peut être la religion, et ça existe quand même. Là, c'est quand on cherche à implanter une présence diplomatique dans un pays, une mission diplomatique dans un pays donné. Voilà, il faut mener cette réflexion en amont. Alors, la lettre qu'on va adresser au niveau du ministère des Affaires étrangères de ce pays-là, il faut qu'on intègre ces points communs, ces points qu'on partage en commun. Ces valeurs ça peut être culturel, ça peut être culturel, ou bien ça peut être historique. Historique, hein, c'est important. C'est important de tenir compte de ces informations. Ça peut être ethnique aussi, ça arrive, hein. Voilà. OK. Après, il faut identifier la cible. Une fois qu'on a déterminé l'objectif, qu'on a vu tout à l'heure, on cherche à identifier la cible. Alors, la cible, hein, c'est là qu'on appelle ciblage. C'est beaucoup plus les marketeurs qui parlent de ça, les gens qui sont en marketing parlent beaucoup plus ciblage, la cible. Quand les marketeurs se rencontrent, ils se discutent, ils ne terminent jamais une discussion sans parler de la cible. Parce que c'est important. Parce que c'est la donnée primordiale, c'est la cible. La cible, bon, quand on parle de la cible, il faut identifier la catégorie
socio-professionnelle de la cible. La catégorie socio-professionnelle. Entre guillemets, quand on parle de la catégorie socio-professionnelle, ça se résume par la profession, en quelque sorte. La profession. Quand on parle de catégorie socio-professionnelle, ça se résume la profession. Parfois, on aille plus loin, on va dire les cadres supérieurs. Quand on parle des cadres supérieurs, ce sont les gens qui ont terminé avec un niveau Bac plus 5, hein, terminé leurs études avec un niveau Bac plus 5. Ça arrive aussi des gens qui ont terminé leurs études à niveau Bac plus 4 et puis avec des évolutions en interne dans l'entreprise et la personne passe à niveau cadre supérieur. Ça aussi, quand on parle de ça. Cadre supérieur, on parle du CSP+. Les cadres supérieurs, ce sont les CSP+. Les cadres, ce sont les CSP, si, mais cadres supérieurs, ce sont des CSP+. CSP, c'est catégorie socio-professionnelle. Socio-professionnelle, ça veut tout dire. Là-dedans, il y a différentes catégories. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, c'est juste pour certaines personnes. Si vous avez une question, n'hésitez pas à poser ou bien à écrire directement à Émilie. Moi, je peux revenir dans la prochaine séance. Je vais vous faire un petit résumé sur les catégories socio-professionnelles. Là, on va voir parmi les catégories, il y a les étudiants. Les étudiants font partie d'une catégorie aussi. Les étudiants, les CSP+, on va voir les enseignants, les journalistes font partie des CSP+. Les journalistes, bon, même les hommes politiques aussi, partie des CSP+, parce qu'ils gagnent bien leur vie. Et après, on va voir des catégories plus précaires, hein, des ouvriers, salariés, ouvriers, tout ça. C'est un grand groupe. Voilà, alors ça c'est important. Et puis autre chose, dans cette catégorie, dans la cible, on va identifier le lieu d'habitation, l'habitat, où cette personne habite. Et si c'est un milieu urbain, milieu rural, grande ville, campagne, etc. Ce sont des informations que vous allez intégrer dans votre ciblage pour identifier vraiment la cible. Et la cible, quand vous dites des personnes qui habitent, on dit CSP+, habitent où? Habitent dans un milieu urbain. Et après, on va dire, est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des femmes? Est-ce que ce sont les deux? Est-ce que les enfants sont inclus? Dépendamment de votre produit ou votre service. Ça, c'est important. Les personnes aisées, on va dire personnes aisées, les personnes précaires, ce sont des termes qu'on emploie parfois. Et bon, quand on va encore voir les styles de vie des gens, on peut ajouter d'autres catégories. Par exemple, de nos jours, on parle des décroissants. Les décroissants, ce sont les gens qui consomment des produits de seconde main, deuxième main, les produits de seconde main. On les appelle des décroissants. Ces personnes-là aussi, ça n'a rien à voir par rapport à leur budget, mais bon, c'est beaucoup plus, c'est un style de vie. Et pour les produits d'origine, des produits alimentaires, on va vous parler des véganes. Les véganes, style de vie, c'est toujours un style de vie. Et il va y avoir également des végétaliens, des végétariens. Ça, on peut ajouter pas mal de choses. Et puis, dans votre cible, c'est là encore, vous n'allez pas vous tromper. Dépendamment de votre produit, il faut identifier la catégorie de consommateurs. C'est ça qu'on dit, catégorie de consommateurs. Dépendamment de votre produit ou votre service. Alors là, on va voir quelques exemples de manière pratique qui vous aident à mieux identifier les catégories, dépendamment des produits. Par exemple, pour les produits cosmétiques, ça peut être seulement pour les femmes. Produits seulement pour les femmes. C'est vrai, on a noté seulement pour les femmes, mais par contre, on peut aller encore plus loin. On dit seulement pour les femmes, mais il faut donner la tranche d'âge. Si vous n'avez pas eu le temps d'identifier la tranche d'âge, vous allez vous perdre. D'accord? Parce que de nos jours, je ne sais pas comment ça passe, dépendamment où vous êtes, il y a des cabinets qui sont spécialisés dans les bases de données. Quand vous allez faire la prospection, vous allez acheter des bases de données et vous ciblez, vous dites quelle catégorie qui vous concerne. Par exemple, là, pour les produits cosmétiques, on va dire seulement des femmes, mais des femmes âgées de 18 à 45 ans. Les produits de beauté, on dit 18 à 45 ans. Si c'est pour des produits minceurs, ce sont des femmes qui consomment ces produits-là pour s'amincir.
Voilà, pour perdre du poids. Ça, c'est important. Produits minceurs, cosmétiques, hein, minceurs, les femmes de 18 à 45 ans. Mais par contre, si c'est pour des produits anti-âge, on va dire des femmes de plus de 55 ans. Là, on vend des produits cosmétiques, mais ça s'adresse à une catégorie de personnes. Ce sont des femmes, mais quelle est leur tranche d'âge? Il faut donner la tranche d'âge. Voilà. Comme ça, vous n'allez pas vous perdre. Vous n'allez pas perdre de l'argent aussi dans votre prospection. Quand vous appelez ces personnes-là pour présenter vos produits ou vos services, ces personnes-là vont vous écouter. Et si ces personnes acceptent de vous recevoir quand vous allez faire des démonstrations chez ces personnes-là, ou bien aller négocier tête à tête avec ces gens-là, et vous allez pouvoir décocher ou bien signer des contrats de vente avec ces personnes. Voilà, ça c'est important. Et si vous travaillez pour une grande entreprise qui produit en grande quantité, ou bien vous faites la production, vous vous assurez pas la vente, mais vous voulez négocier avec des distributeurs spécialisés pour revendre vos produits, là, quand vous allez discuter, vous dites, et dans votre base clientèle, je suis au courant parce que vous avez tel tant en termes de quantité de personnes, de femmes qui sont âgées de 18 à 45 ans, voilà, ça correspond à à notre cible. Voilà, et ça passe. Bon, là, on prend pour les produits technologiques, soit des smartphones, ordinateurs, des tablettes, etc. Là, on cible les jeunes de 18 à 35 ans. Les jeunes 18 à 35 ans. Pourquoi 18 à 35 ans? C'est la catégorie appliquée par l'UNESCO. Pour l'UNESCO, c'est jusqu'à 35 ans, on est jeune. À partir de 35 ans, après 35 ans, on est plus jeune. Voilà, selon l'UNESCO disent des jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 35 ans. Voilà, ça, on reste ciblé. Ça, c'est notre cible. D'accord? Par exemple, pour pratiquer du sport, on dit pour les hommes et les femmes qui cherchent à se mettre en forme. Cherchent à se mettre en forme, on cible la tranche d'âge de 35-65 ans les hommes et les femmes. 35-65 ans, parce qu'à partir de 35 ans, après 35 ans, qu'est-ce qu'on avait dit? Après 35 ans, on est plus jeune. On est plus jeune après 35 ans. Mais c'est entre 35 jusqu'à 65 ans, parce que dans la majorité des pays, c'est à partir de 65 ans, on rentre dans la retraite. On prend la retraite à partir de 65 ans pour la majorité des pays. C'est ça, on a cette tranche-là. Vous voyez? Alors, et entre 35 et 65 ans, on a le pic hein, des personnes qui sont actives, qui travaillent beaucoup pour payer des factures, pour payer des impôts, pour payer des taxes, pour faire fonctionner le pays. Donc, c'est comme ça. Et après, on peut aller encore plus loin. On dit, on cible les 25-45 ans, si on cible seulement des hommes, hein, 25-45 ans, qui habitent à proximité des centres urbains. Voilà, vous voyez, dépendamment de votre produit, il y a une catégorie de personnes que vous allez cibler et aussi en fonction de leur tranche d'âge. C'est comme ça qu'on fait, sinon vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre, vous passez du temps, vous perdez de l'argent et derrière, il n'y a pas de rentabilité. Alors, quelles sont les contraintes? C'est vrai, on parle, on peut prospecter, trouver des gens pour agrandir notre base de données, pour nourrir notre base de données. Oui, mais bon, il y a des contraintes, ce n'est pas facile comme ça. Il y a des contraintes, déjà, de l'argent, ça demande de l'argent, parce qu'une base de données, ça ne coûte pas, ce n'est pas gratuit déjà. Pour trouver une base de données, il faut payer, il faut acheter aussi. Si on n'a pas cette base-là, on va construire la base nous-mêmes. Il faut déjà du temps, du temps pour collecter les informations goutte à goutte. Et comment ça se passe si vous avez une boutique, hein, les gens qui rentrent, qui sortent, et chaque fois que quelqu'un rentre, on demande à la personne de laisser son numéro de téléphone, son mail pour envoyer des offres, et comme ça, vous construisez votre base de données. C'est pas, ou bien vous menez une enquête d'opinion sur votre entreprise. Comme ça, les gens laissent leur numéro de téléphone ou bien leur boîte mail. Ça, vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez les contacter. Ça prend du temps, et parfois, et par semaine, ça prend des semaines, des mois et des trimestres, parce que c'est important de tenir compte de ça. Ce sont des contraintes. Et après, bon, il y a d'autres contraintes d'ordre psychologique et comportemental. Les gens qui n'ont jamais fait ça vont avoir la boule au ventre pour le faire. Ça, ce n'est pas une mince affaire.
Parce que quand c'est pour la première fois, vous allez hésiter. Et les personnes qui hésitent, ce sont les personnes qui ne sont pas prêtes. Et il suffit de commencer, même si vous faites des erreurs, ne vous inquiétez pas. Je me rappelle qu'un jeune que j'avais accompagné, bon, c'était dans une équipe de réinsertion, d'insertion professionnelle, et la première fois que j'ai donné le téléphone à la personne pour appeler un patron pour négocier un entretien pour un stage, le jeune a appelé, bonjour, j'appelle pour un stage. Comme ça, un jeune a dit, bonjour, j'appelle pour un stage. Il dit, mais quand même, ce n'est pas comme ça. Il faut appeler, vous vous présentez, qui êtes-vous, et vous dites ce que vous êtes en train de faire avant tout, et après le but, vous parlez le but de votre appel. Vous dites, voilà, je suis telle personne, j'appelle dans le cadre de ma formation. Je suis en train de faire une formation en insertion professionnelle qui demande au moins un stage de 3 semaines dans une entreprise. C'est la raison pour laquelle je vous appelle. Bref, si la personne veut accepter des stagiaires, la personne va vous répondre oui. Sinon, si la personne n'a pas de place, la personne va dire non. Voilà, c'est comme ça. Et puis, on a essayé une deuxième fois, il s'était planté, et puis, troisième fois, ça passait. Ça passait jusqu'à ce qu'il a décoché son stage. Il a décoché un autre pour un ami à lui. Alors, ça, c'est comme ça. Quand vous avez peur, vous n'allez pas essayer. La première fois, vous essayez, mais il faut écouter les pairs, les personnes qui ont de l'expérience, qui vont vous conseiller comment vous améliorer. Alors, ça, c'est comme ça passe. Voilà. Alors, ce sont les contraintes. Hein. Les contraintes, ça, il faut penser à ça. Du temps et de l'argent aussi. Là encore, comment si vous avez de l'argent, vous n'avez pas d'argent tout, vous allez voir comment on va procéder. On ne va pas se précipiter, on va voir ça au fur et à mesure. D'accord? Et définir et identifier les modes de communication. Comment vous comptez rentrer en contact avec ce prospect ou bien les nouveaux prospects. Il y a plusieurs moyens. Quels sont les moyens que vous allez mettre à votre disposition? Il y a le téléphone, il y a l'Internet et aussi il y a la publicité qu'on avait parlé tout au début. Le téléphone, c'est pour des appels téléphoniques et envoyer des SMS. Si vous avez peur au début, ou vous avez peur, ça peut arriver. Vous pouvez envoyer des SMS, pas appeler directement. Envoyer des SMS. Et dans les SMS que vous envoyez, n'oubliez pas d'ajouter le lien du site Internet si vous avez un site Internet. Le lien du site Internet de votre entreprise. Ça, c'est une chose. Et si vous avez une page Facebook ou bien un compte TikTok, une chaîne YouTube, vous ajoutez les liens. Vous ajoutez les liens. Ça va vous permettre de voir le nombre de personnes qui cliquent. Et si ces personnes arrivent à commenter, vous allez voir le nom de la personne qui affiche. Telle personne a commenté, telle personne a partagé. À ce moment-là, vous allez regarder parmi les gens que vous avez adressé le SMS, si ces personnes, s'il y a des noms qui figurent, ce sont ces personnes-là que vous allez contacter par téléphone après, parce que ces personnes-là sont déjà touchées par votre opération de prospection. C'est là que vous allez passer à l'action. Et pour les appeler, il faut que vous armez d'efforts. Vous avez tous les critères d'un bon vendeur pour déjà vous présenter, présenter le but de votre appel et présenter l'offre. Et puis, voilà. Si la personne ne veut, mais ne veut pas, la personne dit que je dispose déjà de ce produit, j'ai déjà ce produit chez moi, je n'ai pas besoin, il ne faut pas insister. Il ne faut pas insister. Avant, on pouvait insister. Mais maintenant, selon la loi, on n'a pas le droit. La loi. Ce sont les lois qui sont proposées par la France à l'Union européenne et l'Union européenne valide. Et puis, le reste du monde suit l'Union européenne en ce qui concerne en matière de réglementation en termes de prospection commerciale. Ça aussi, ça, il faut penser à ça. C'est pareil pour tout le monde parle du GDPR. GDPR, c'est le RGPD qui a été développé par la CNIL en France. Et puis, la CNIL a travaillé avec l'Union européenne qui a mis en place le RGPD. Et puis, les autres pays occidentaux appliquent le GDPR pour RGPD en français. GDPR. C'est pour cela sur Internet, quand on arrive sur un site,
avant de laisser nos coordonnées, il faut qu'on valide, qu'on donne notre approbation. On accepte. S'il n'y a pas cet onglet, on peut demander compte à l'entreprise ou bien au site Internet ou au responsable du site Internet. Pourquoi vous ne m'avez même pas demandé mon autorisation? Vous voulez que je laisse mon numéro de téléphone et puis mon mail. Peut-être vous l'avez vu. Par exemple, quand vous faites votre inscription pour assister à cette formation sur la plateforme et Baraka School, c'est ça que moi, personnellement, chaque fois que je navigue, il y a un onglet qui s'affiche automatiquement. Est-ce que je donne mon compte? Est-ce que j'accepte de partager mes informations? Bah, voilà, j'ai lu les conditions générales et dit oui. Voilà, c'est comme ça. OK. L'Internet, c'est vrai, l'Internet, hein, avec des publicités ciblées, ce qu'on appelle les liens sponsorisés. C'est quoi un lien sponsorisé? C'est quand vous naviguez sur Google, par exemple, sur Google, je prends l'exemple de Google, il y a des informations qui s'affichent parfois tout en haut ou bien à droite qui s'affichent. Ce sont des liens sponsorisés. Ou bien, si vous êtes sur une page Internet quelconque, vous voyez des publicités qui s'affichent comme ça. Ça, ce sont des liens sponsorisés. Pour que ça s'affiche, il faut payer de l'argent. Ce n'est pas gratuit. Ça peut être par affiliation aussi. Il y a des plateformes qui font de l'affiliation. Parfois, ça ne coûte pas très cher. Bon, surtout, ça pas très cher. Vous payez 20 jusqu'à 50 dollars. Et puis, les informations sur votre entreprise vont s'afficher. Et puis, quand quelqu'un navigue, il y a ces informations qui s'affichent. Si la personne clique, ça va l'envoyer directement sur les informations qui concernent votre entreprise et cette personne-là peut passer un appel ou bien la personne peut passer à l'action automatiquement. C'est toujours la prospection. Ça, c'est la prospection douce. Hein. Ce n'est pas stressant, mais bon, on n'a pas un contact direct. Ça, c'est important. Aussi, des posts sur les réseaux sociaux que j'ai parlé avec l'Internet. L'Internet, c'est gratuit. Hein. Les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux gratuitement. Si vous disposez d'une forte communauté sur Internet, hein, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour faire de la prospection. Ça aussi. Surtout, parmi les réseaux sociaux, on va voir les groupes de discussion, les groupes sur Facebook donnent beaucoup d'opportunités, surtout pour faire de la prospection. Ou bien vous faites des partenariats avec des influenceurs, enfin, des influenceurs qui sont connus, qui vont parler de votre entreprise, qui vont parler de vos services pendant qu'ils font leur live. Ça aussi, vous pouvez faire des partenariats avec eux. Et puis bon, le problème des influenceurs, dans certains pays, c'est réglementé. Dans d'autres pays, ce ne sont pas réglementés. Si c'est réglementé, dépendamment du produit, du temps que la personne va parler, le nombre de fois que la personne va citer votre produit, ou bien votre service, ou bien votre entreprise, il y a un coût qui c'est réglementé par l'État. Mais dans certains pays, ce n'est pas réglementé. Juste pour la personne parle de vous pendant une séance de 30 minutes, la personne va vous demander tellement de l'argent, ça va vous décourager. Parce que ce n'est pas réglementé dans ces pays-là. Mais dans certains pays, c'est réglementé. Oui, dans la radio-télé, c'est la publicité payante. La publicité payante, vous payez pour un spot publicitaire, soit à la radio, soit à la télé. Ou bien, si vous maîtrisez, vous êtes dans un domaine, vous développez une expertise, vous pouvez passer à la radio ou à la télé pour parler de ce que vous faites. Ça, parfois, ça arrive. Là encore, ça demande du réseautage, de connaître du monde. D'accord? Si vous ne connaissez pas du monde, et puis bon, tant pis pour vous. Mais bon, il faut penser à ça. Alors, planifier, le retour-planning, avoir un retour-planning pour la prospection. Parce qu'on avait dû ça prendre du temps et de l'argent. Quand j'ai dit ça prend du temps, vous n'allez pas passer tout un mois à faire de la prospection. Non, vous avez d'autres choses à faire. Alors là, encore, il faut avoir un retour-planning. Et en plus, vous ne pouvez pas passer toute la journée à faire la prospection. D'accord? Vous n'êtes pas un standardiste. Ce n'est pas votre travail. Ce n'est pas de votre boulot. Vous avez d'autres choses à faire. Et puis, c'est fatigant, c'est épuisant. Quand vous prenez votre téléphone, vous passez 2 heures à appeler des gens que vous ne connaissez même pas et c'est épuisant. Et pareil, hein, vous prenez votre ordinateur à partir d'une base de données pour envoyer des mails aux gens. Vous avez des mails, il ne faut pas tout envoyer d'un coup. Si vous envoyez tout d'un coup,
Les robots de Google vont vous bloquer, vont dire, attention, ce gars-là, ou bien cette personne-là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est fou ça. Est-ce que ce n'est pas un robot qui est derrière? Vous voyez, ça, il faut penser à ça. Les robots de Google peuvent vous bloquer pour dire eh, vous êtes un robot aussi. Bon, c'est quelque chose un peu fou. Voilà, c'est ça, il faut penser à ça déjà. Vous ne pouvez pas tout faire. C'est pour cela qu'il faut établir un rétro-planning. Établir un rétro-planning, vous allez dire peut-être dans la matinée, pour tel jour dans la matinée, je vais faire la prospection. Et le lendemain, je vais faire l'évaluation dans la matinée et c'est dans l'après-midi, je vais continuer la prospection. Et pendant toute la semaine, du lundi au samedi, on fait la prospection. Pourquoi on met du lundi au samedi? Ça peut arriver, il y a des personnes qui travaillent dans la semaine, qui sont disponibles chez eux samedi, mais pas dimanche parce que le dimanche, est vraiment consacré au repos. Il faut pas chercher à abuser aussi parce que c'est important. C'est du lundi au samedi. Parfois, hein, si vous faites avec des entreprises, peut-être le lundi, il ne faut pas faire la prospection le lundi. Surtout si vous travaillez avec des restaurants. Si votre produit s'adresse à des restaurants, le lundi, c'est le jour qu'ils ferment pour faire des nettoyages. Ça, vous n'allez pas trouver du monde des fois. Ça, il faut penser à ça aussi. OK, voilà. Vous établissez un retour-planning entre matin, soir et matin, midi et soir. Pourquoi? Quand on dit soirée, il ne faut pas abuser, il faut que ça ne dépasse pas 9h du soir. Quand on dit soirée, ça peut aller jusqu'à 7h, 7h30 du soir, bon, jusqu'à 8h du soir. Mais bon, mais pas à 9h du soir, pas dépasser de 9h du soir. Vous allez voir, dans les bases de données, les gens donnent leur disponibilité. Les gens disent que je suis disponible pour recevoir des appels jusqu'à. Ouais, moi, je mets jusqu'à 22h des fois, jusqu'à 10h du soir. Je mets jusqu'à 10h du soir, sauf le mardi, parce que le mardi, je suis en formation, je ne reçois pas. Voilà. Je reçois jusqu'à 10h du soir. Parce que on peut m'appeler parce que je ne suis pas encore au lit. Vous voyez, c'est ça. Il faut toujours établir un autoplanning. Toujours dans les étapes à suivre, il y a déjà, maintenant, c'est comment vous allez prendre contact avec le prospect pour réaliser la prospection. Prendre contact, hein, on avait dit comment vous pouvez faire. Par email, vous envoyez un email hein, ou bien par infolette, une newsletter que vous envoyez. Si vous connaissez les gens, vous pouvez envoyer un email directement aux gens. Mais quand vous passez par l'infolette personnalise le message. C'est comme si la personne qui reçoit le message, moi j'appelle Wilson Laboussière, au début, le message va noter bonjour Wilson, ou bien bonsoir Wilson, bonjour Monsieur Laboussière. C'est automatique. C'est automatique. C'est le logiciel qui gère tout. Passe par un logiciel. Voilà. Et le téléphone, vous utilisez votre téléphone pour un appel téléphonique. Quand c'est possible, quand on voit cette personne a cliqué plusieurs fois, on sait qui est la personne, on appelle directement. Ça, c'est mieux. Mais le mieux, c'est d'envoyer des SMS parce qu'on envoie, c'est des manières groupées, on envoie les SMS à tout le monde en 2 clics et la personne a le message. Et par marketing direct, hein, par exemple, vous faites la distribution des prospectus directement. On avait pris l'exemple à la personne qui passe devant la boutique qui ne rentre pas. Cette personne-là, on donne une brochure ou un prospectus à la personne directement. C'est ça qu'on va, une fois qu'on termine, hein, on peut aller encore plus loin. C'est là qu'on va, pour la dernière étape à suivre, c'est évaluer les actions de la prospection. Évaluer. Ça, c'est important. Si vous l'avez fait pour attirer de nouveaux clients, il faut voir, il faut évaluer. Pendant la semaine qui suit, est-ce que on a plus de clients, on a plus de personnes qui ont acheté notre produit? Est-ce que le nombre d'acheteurs a augmenté? Ça aussi. Ça aussi, pendant la semaine qui suit. Est-ce qu'il y a plus de commandes par comparaison à avant?
Ça, ce sont des choses qu'on va regarder dans les statistiques de vente. On va regarder les statistiques de vente. On va regarder la base de données clients si notre base de données a augmenté. Ça, c'est facile, c'est automatique. Ne vous inquiétez pas. Voilà, vous avez envoyé une newsletter là-dedans. Il y avait eu un formulaire de remplissage et la personne a rempli le formulaire. C'est automatique. Une fois qu'il y a un nouveau formulaire rempli, c'est automatique. Vous avez dans les statistiques de votre CRM, c'est automatique. Ça se gère automatiquement. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas casser la tête à vérifier par-ci et par-là. C'est automatique. Est-ce que l'entreprise est plus connue si on avait fait pour la notoriété? Est-ce qu'il y a plus de personnes qui connaissent votre entreprise? Ça aussi, c'est la question qu'il faut poser. Mais pour connaître cette information, il faut mener une étude de notoriété. Par exemple, si vous êtes spécialisé dans la vente des cosmétiques anti-âge, dans un secteur donné, il faut mener une enquête, hein, il faut faire un micro-trottoir dans la zone pour dire, connaissez-vous les marques qui vendent des produits anti-âge? Comme ça, ils vont citer parmi lesquels, si votre entreprise est citée, alors vous êtes reconnu. Si votre entreprise est citée en premier, faites partie du top of mind. C'est le premier, du top of mind. Voilà, ça c'est sur la notoriété. Et autre chose, hein, sinon, si votre entreprise n'est pas citée, vous présentez une liste. Dans une liste, il y a le nom de votre entreprise avec son logo et est-ce que la personne arrive à reconnaître votre entreprise? Si c'est reconnu, ça veut dire que voilà, la notoriété est améliorée quand même. Ça aussi. Alors, c'est pourquoi on fait l'évaluation. Il faut toujours évaluer. Quel que soit ce qu'on fait, il faut évaluer. Par exemple, si vous faites un business, après 3 ans, il faut faire une évaluation pour voir de quelle étape quel cap vous avez franchi. Si votre situation, si l'entreprise n'est pas améliorée, il faut penser soit à faire une refonte totale ou bien à passer à autre chose parce que vous allez perdre de l'argent. Ça aussi. Tout ce que vous faites, il faut évaluer derrière. C'est ça. Et voilà, il faut analyser les résultats. On avait parlé si c'est pour les ventes, est-ce que les ventes sont décollées aussi? Comment on peut faire ça? Par des enquêtes d'opinion ou bien par des sondages. J'aime beaucoup plus enquêtes d'opinion que les sondages. Les sondages, on a une liste, on ne sait pas qui répond. Voilà, maintenant on va parler des différentes techniques de prospection. On avait vu les processus de prospection qui commencent par identifier les objectifs, qui se terminent par évaluer la prospection. On avait beaucoup mis l'accent sur l'identification de la cible parce que c'est important. Pour la cible, il faut identifier la catégorie de la cible, généralement associée à la catégorie socio-professionnelle dans certains cas, et aussi la tranche d'âge de la cible. Et après, comment on rentre en contact avec cette cible-là, soit par Internet, hein, le mail, les téléphones, les réseaux sociaux, par Internet, le mail, les réseaux sociaux, et par téléphone, SMS ou appel, ou bien directement par infolette, on peut entrer en contact avec ces personnes-là, ou bien on fait de la publicité à la radio ou à la télé. C'est ça qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà. Et puis maintenant, on va voir les techniques de prospection. Les techniques les plus connues, c'est le marketing direct. Vous vous rappelez, peut-être, oui, ça continue jusqu'à présent. Les gens qui sont dans le marketing de réseau, ils appliquent le marketing direct. Ces personnes-là, je ne sais pas si ces personnes-là sont malades des fois, ces personnes-là veulent toujours vous vendre quelque chose. Même si vous n'avez pas besoin, la personne insiste. La personne insiste. Je me rappelle une personne qui voulait que je change mon forfait téléphonique pour passer à un autre forfait, pour prendre un autre forfait, soi-disant que la vitesse de chargement des données, c'est plus rapide. Mais je dis, mais quand même, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Moi, mon téléphone, j'ai WhatsApp, c'est pour communiquer, et oui, je suis sur des groupes pour les réseaux professionnels, d'une part, et les réseaux associatifs et ma famille. Ça me compte déjà. Je n'ai pas besoin pour télécharger des données. J'ai un opérateur chez moi pour Internet. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais la personne insiste à tout prix. Comme si la personne était parrainée par une autre personne et le parrain en soi était présent ce jour-là, j'ai dit à la personne, ne vous inquiétez pas, si je trouve quelqu'un qui n'a pas un forfait comme moi, je vais vous suggérer.
Mais le parrain m'a répondu pour me dire que on n'a pas besoin à l'avenir, c'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà, c'est ça, on voit le niveau de grossièreté dans la discussion avec cette personne-là. La personne n'a aucune maîtrise de soi pour parler comme ça. C'est ce qui, ce qui est intéressant pour la personne, c'est de vendre quelque chose, c'est vendre à tout prix. C'est ça qu'on a. En négociation, on ne cherche pas toujours à avoir le dessus. On est là pour vendre, c'est vrai, on vend, on est là pour satisfaire des besoins. C'est ça. Il faut penser à ça. C'est pas juste vendre, c'est satisfaire un besoin. Si la personne n'a pas exprimé un besoin pour votre produit ou vos services, il faut laisser la personne tranquille. C'est ça aussi. Voilà. Alors, c'est ça, c'est la technique de marketing direct que ces gens utilisent. Parfois, ils utilisent ça très mal. Ils pensent qu'il faut persuader à tout prix. Ça n'existait pas. Il faut penser à ça, ça n'existait pas. Ces gens-là sont pas. Voilà. Alors, c'est ça, c'est marketing direct qui consiste à contacter directement la personne, directement le client, pour lui proposer une offre de service, pour lui proposer un service qui répond à son besoin. Ça aussi, c'est directement. On peut faire ça dans la rue avec la distribution de prospectus ou brochures, bien la présentation des catalogues de produits, de présenter à la personne. Ça aussi. Ça aussi, on peut le faire. Les appels téléphoniques aussi, les SMS sont considérés comme des stratégies de marketing direct. Aussi, un email personnalisé qu'on envoie à la personne. Un email, une newsletter, ça fait partie du marketing. Voilà, ça, il faut penser à ça. Ça existe. Ce sont des outils qui sont à votre disposition que vous pouvez utiliser. Mais si vous n'avez pas de moyens pour avoir un email professionnel, eh non, à partir de Gmail, vous pouvez créer un email professionnel. Vous l'appelez email professionnel, vous paramétrez, euh, et à la fin, il y a la signature, vous pouvez ajouter votre logo, et puis ça passe. Il ne faut pas trop casser la tête avec ça. Ça passe. Il suffit d'avoir une posture professionnelle, que c'est professionnel, c'est important. Ou bien d'autres moyens de prospection, on avait beaucoup parlé, et par la communication, généralement par la publicité. Publicité, les différents types de médias qu'on peut utiliser, à savoir l'affichage média, qui est un grand média, ça coûte beaucoup d'argent pour, pour afficher dans la rue, pour se faire afficher dans la rue. La radio, la télé, les presses. Quand on parle de la presse, il faut parler des presses professionnelles. Les presses professionnelles, les magazines professionnels, c'est pas n'importe quelle presse, ce n'est pas la presse du quotidien. La presse du quotidien qui raconte parfois, qui parle de la politique, qui parle de tout et de rien. Mais là, on parle de presse professionnelle, de presse spécialisée. Si on vend des vêtements, on fabrique des vêtements, il faut passer par la presse qui parle de la mode. Vous voyez ça? La presse qui parle de la mode. Si on est dans les cosmétiques, il faut passer par la presse du féminin. Pas du féminin. Vous voyez? C'est ça. Et si on est dans le sport, pas dans le sport, si on a une salle de sport, il faut passer par la presse du sport. Voilà. Là, c'est ciblé. On sait que ces personnes-là vont être touchées. Vraiment, on a les prospects qualifiés. C'est ça. Sinon, on perd de l'argent. C'est comme ça. Oui. OK. Et pareil, même si on fait de la publicité à la radio et à la télé, il faut qu'on conseille, on négocie pour que votre spot publicitaire passe avant ou bien après une émission qui correspond à votre domaine. Comme ça, vous avez un prospect qualifié. Voilà, bon, ça, vous savez tout. Même, j'ai failli oublier, il y a fax ou télécopieur qui existe encore, hein. Les fax, surtout quand on fait du business, tout business, quand on est en recherche de fournisseurs, aussi prospection fournisseur, le fax est beaucoup plus utilisé. Même le public postage continue à être utilisé. Ça aussi, dépend, quel que soit le pays, on utilise toujours le public postage. Bah, bien qu'il y a pas mal de lois sur Stop Pub, on n'a pas le droit d'envoyer des documents publicitaires par la poste, hein, à des personnes qui n'acceptent pas de recevoir ces genres de publicité.
Ça aussi, ça arrive selon la loi. Il ne faut pas trop insister. Mais c'est important, le public postage existe encore, les fax existent encore, surtout entre les grandes entreprises, les entreprises étatiques, surtout les entreprises étatiques, les lycées, les universités, les collèges utilisent toujours les fax. Ça, c'est important. Parce qu'avec ces documents-là, il y a plus de rigueur. Dépendamment du domaine aussi, le domaine du droit, les juristes utilisent beaucoup plus fax. Parce que c'est plus sécurisé, il y a plus de rigueur. Au lieu d'envoyer un mail comme ça, on ne sait pas qui va lire, qui va ouvrir, qui va lire, mais on envoie un fax. Ça aussi. Et les réseaux sociaux, les différents types de réseaux sociaux que vous pouvez utiliser aussi pour la technique hein, qu'on n'avait pas parlé. Là, c'est gratuit, les réseaux sociaux d'amusement. Quand on parle d'amusement, on voit Facebook, Messenger, Instagram, euh, c'est pour amusement aussi qu'on utilise. Il y a des réseaux sociaux purement professionnels. On a comme exemple LinkedIn, Zing. Zing, c'est un réseau social allemand. Il est à peu près pareil, même configuration que LinkedIn. Hein. C'est la même configuration. On a Viadeo, qui est un réseau social professionnel français, qui a été racheté par Journal Zinet, qui fonctionne très bien. Hein. Il fonctionne très bien aussi. C'est pour le monde francophone, c'est purement francophone. Mais LinkedIn, c'est tout le monde, c'est le monde entier, francophone et anglophone. Mais pour Zing, c'est plus le monde anglophone qui utilise et aussi le monde germanophone qui utilise le Zing. Après, on a des réseaux mixtes qui sont à la fois professionnels et amusement, comme WhatsApp, hein, WhatsApp professionnel et aussi d'amusement et échanger. Il y a WeChat, qu'on appelle le WhatsApp chinois aussi, qui représente beaucoup plus le réseau mixte, hein, parce que avant même le WhatsApp Business, il y avait déjà sur WeChat, on pouvait vendre directement, faire le live shopping à partir de WeChat aussi. Bon, il y a d'autres réseaux qu'on peut ajouter, comme Telegram, comme Signal, qui existent. Il y a un petit nouveau qui vient de faire son apparition, qui s'appelle Blue Sky aussi, que je n'ai pas encore testé, mais apparemment, ce petit nouveau cherche à détrôner Twitter aussi. Voilà. Alors, ça, c'est avantage avec les réseaux sociaux. Ça permet d'attirer des gens de partout à travers le monde. Et aussi, c'est moins coûteux. Pourquoi je dis c'est moins coûteux? Parce que on peut payer pour faire de la publicité pour booster une publication sur les réseaux sociaux. Ça, il faut penser à ça. Et c'est très efficace, les réseaux sociaux. Voilà. Maintenant, on va passer aux différents modes de protection et de prospection. On peut commencer par des études de marché. Là, on fait des sondages, questionnaires, on utilise un questionnaire de sondage pour collecter des informations et puis on profite que les gens puissent laisser leur mail et leur numéro de téléphone. Voilà, ça aussi. Ça aussi, et puis, ou bien on paye pour la publicité, on avait parlé de ça, et puis on peut faire du porte-à-porte et des visites directement. Bon, voilà, on n'aura pas le temps de voir les visites parce que normalement j'ai une vidéo, je devrais vous montrer, mais bon, avant qu'on termine, je vais quand même vous montrer la vidéo parce que c'est important. C'est important de regarder au moins des séances de comment on fait du porte-à-porte, surtout le porte-à-porte hein, qui existe encore, que vous pouvez faire du porte-à-porte parce que c'est important de toquer à la porte du client. Euh, travail des commerciaux sur les terrains, les commerciaux itinérants font beaucoup plus de porte-à-porte. Des manifestations, ça coûte de l'argent, c'est très cher les manifestations. Vous participer dans les forums, des expositions, des salons. Les salons, ça coûte de l'argent, c'est vrai, mais au moins ça vous permet d'être en contact avec les personnes qui sont vraiment intéressées, des prospects intéressés, et aussi, surtout, si on recherche des fournisseurs, c'est dans les salons. Si on recherche des distributeurs, c'est dans les salons. Ça aussi, ça coûte de l'argent, mais les retombées sont très positives. Dernière chose qu'on aurait oublié de mentionner, le coût. Le coût. Le coût, les moins chers, on dit, ce sont les réseaux qu'on trouve, notamment Internet. C'est moins cher. Et plus cher, ce sont les salons et les forums. Les salons et les forums, ça aussi.
Ça, c'est ce qu'on appelle les événementiels. Ça coûte de l'argent. Moins cher, après, moyen, c'est public postage, soit des catalogues et des dépliants qu'on envoie par la poste. Là, on est sûr que la personne, ça va aller directement dans la boîte aux lettres de la personne et la personne va recevoir. Ça aussi. Ou bien quand on distribue des dépliants dans la rue. On distribue des dépliants dans la rue, ça aussi, ça marche. Autre chose, il y a des téléphones qui coûtent de l'argent, mais c'est plus élevé que l'Internet. Mais le plus élevé, le prix le plus élevé, le plus cher, ce sont les forums et les salles. Parfois, les entreprises se ruinent pour aller pour participer au forum. Mais bon, quand même, mais le retombée important. Maintenant, les sources d'information, c'est ça qu'on avait parlé, on n'a pas oublié. Les sources d'information, pour trouver l'information, ce sont des années pour professionnels. Là, ça coûte de l'argent, il faut les acheter parfois, hein, acheter des annuaires, comme ça, vous avez les contacts. Les pages jaunes qui existent encore, les pages jaunes hein, qui existent encore, mais sur Internet, dépendamment de votre pays, vous tapez page jaune et le site des pages jaunes s'affiche et vous pouvez taper le nom de la personne ou bien vous cherchez dans une adresse la liste des personnes qui y habitent et parfois ça s'affiche automatiquement. Vous avez leur numéro de téléphone, hein, et puis souvent leur numéro de téléphone et leurs adresses postales. Vous pouvez envoyer, euh, faire du public postage hein, à partir de leur adresse postale et vous pouvez les appeler à partir de leur numéro de téléphone. Ça aussi. D'autres sources d'information, ce sont les revues, les presses spécialisées, les magazines professionnels, surtout en B2B, qui disposent de ces réseaux de contacts hein, que vous pouvez avoir accès. Et puis, les catalogues des manifestations commerciales spécialisées, quand on parle de manifestations commerciales spécialisées, on parle des foires, des salons, ça c'est beaucoup plus quand on cherche des fournisseurs. On a gratuitement ces informations, gratuitement sur leur catalogue. Et puis, les bases de données clientèle. Ah ouais, vous savez que les entreprises, surtout les opérateurs téléphoniques, les compagnies téléphoniques, disposent des données sur l'ensemble de leurs clients. Ce sont ces données-là que vous pouvez négocier pour les avoir. Vous pouvez les acheter. Là aussi, ça coûte de l'argent. La donnée coûte de l'argent. Ça aussi, ce sont les sources d'informations que vous pouvez trouver chez ces personnes. Mais autre chose, c'est les réseaux sociaux. On avait dit de type professionnel, conversationnel ou amusement, mix. Hein, et ces réseaux sociaux qui disposent des informations, ce sont des bases de données riches. Et vous allez voir ça quand vous faites la prospection pour présenter un produit par l'intermédiaire des réseaux sociaux, quand vous allez payer, si c'est payant par l'intermédiaire soit de Facebook ou bien d'Instagram, TikTok et autres réseaux qui existent, LinkedIn aussi, là, et ces réseaux-là, vous faites une segmentation. Ouais, tout ce qu'on avait parlé, tranche d'âge, lieu d'habitat, ça monte automatiquement. Vous sélectionnez et puis parfois même ça vous suggère des informations. Vous dites, si vous prenez plus de personnes ou bien si vous ciblez plus de personnes, il va y avoir moins de rentabilité derrière en termes de coût par clic, en termes d'intérêt, en termes de partage, etc. Ça parce que les community managers, aussi les ROS, les gestionnaires de ces réseaux-là, par zone, développent des logiciels, des algorithmes qui permettent de mieux cibler ces gens. Ça, c'est important d'utiliser les réseaux sociaux. Voilà, en gros, c'est ça, mais on va juste, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce qu'on peut terminer jusqu'à 30. Ça ne s'affiche pas. Bonjour monsieur. Bonjour Madame Rousseau. Oui, Bernard Bruel, la société Evergreen, nous sommes spécialistes en matériel de jardinage pour les particuliers, pour les professionnels. oui. Je n'ai pas le temps de vous recevoir là, monsieur. Je dois partir. J'ai un rendez-vous. Il faut absolument que je m'en aille. Alors, excusez-moi de passer comme cela à l'improviste, je vous explique très rapidement. Nous sommes toute cette semaine présents dans votre quartier pour rencontrer les propriétaires de jardins, pour évoquer leurs besoins et éventuellement proposer des solutions de jardinage. Oui, mais nous n'avons sûrement pas de besoin. Nous avons tout ce qu'il faut. Hein. Nous sommes équipés déjà depuis un moment. Bon, mais j'aimerais quand même pouvoir vous en parler. Un autre jour pourrait vous convenir?
Ne venez pas exprès, ce serait dommage, parce que je vous dis, nous sommes déjà équipés, ce serait embêtant que vous vous déplaciez exprès. Je serai présent toute la semaine. Si vous voulez, je peux repasser donc un autre jour. Nous Bah, sommes lundi, vous voulez voyons, le mercredi peut-être? mercredi, plutôt matin, plutôt après-midi Voyons, mercredi, ça serait quelle semaine déjà? Cette semaine. Plutôt dans la soirée dans ce cas-là. Bon, je repasserai aux alentours de 18h si cela vous convient. Encore une fois, c'est pour étudier un peu votre fonctionnement en matière de jardinage et vous D'accord. présenter des solutions. D'accord, mais sans engagement. Sans engagement, D'accord, voilà, entendu. tout à fait. Bon. Donc nous disons mercredi, je repasserai vers 18h. Entendu. Merci Madame Rousseau, merci de m'avoir reçu. Au revoir, monsieur. Et bonne journée à vous, au revoir. Oui, bon. Bon, maintenant, on commence à bien planter le sujet. Le premier chapitre, hein, sur la prospection, c'est terminé. Peut-être on va fouiller dans les vidéos pour voir si on peut regarder 2 à 3 vidéos pour compléter à partir de la semaine d'après. Après, on va commencer avec la négociation, vraiment la négociation, les b.a-ba sur la négociation et comment on mène vraiment une négociation. Et après, on va voir les fiches, les cas des négociations, différents cas de négociation aussi.